Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le supplément SmackDown. Ici, on analyse le show bleu de la WWE. Cet épisode est consacré à l'épisode de SmackDown du 30 avril 2019. Nous enregistrons le 1er mai, Catch Up ne chôme pas, il n'y a pas de jour férié pour nous. Aux commandes, c'est l'ami Raphaël et je suis avec le nouveau titulaire de l'équipe, c'est Chris. Ça va Chris? Salut Rafa, ça va bien la forme? Bah Bah, écoute, salut pour le peu de catch-up et puis écoute, c'est parti pour le monde merveilleux du show bleu. Ah ouais, nous, ouais, on dit que c'est le 1er mai et qu'on ne chôme pas, mais c'est un plaisir, c'est pas un travail après tout. Ah, mais c'est clair, c'est que du bonheur. On espère que ça va être que du bonheur pour cet épisode et que ça va l'être pour vous aussi qui écoutez. On va voir si le SmackDown nous a donné du bonheur. Euh, on va analyser ça ensemble, hein. On est dans une grosse semaine puisque à Raw, la veille, et je vous conseille d'écouter l'épisode de Catch Up qui analysait ce Raw, où Chris était là d'ailleurs avec Ringside. On a commencé à lister les participants du Money in the Bank, féminin et masculin. Donc c'est quand même un gros événement dans l'année. Et là, ce soir, on va combler un petit peu la carte. Bon, c'est pas la priorité du début de show. Le show commence avec Michael Cole au milieu du ring qui invite Kofi Kingston, le nouveau champion de la WWE, à venir. Et bon, Michael Cole, c'est assez long, hein. Il nous remet des vieilles images de Kofi Kingston. On le voit dans l'Elimination Chamber, on le voit dans le Gauntlet match qu'il n'avait pas réussi à gagner pour aller à WrestleMania. Et puis voilà, bon, on parle un petit peu de tout ce que Kofi a dû endurer pendant toute sa carrière, pendant toute sa feud là, et puis sa victoire à WrestleMania. Alors, d'après Michael Cole, c'était le best WrestleMania moment ever. Je sais pas si tu partages cet avis, Chris, toi qui es un vétéran du catch. Ouais, ouais, non, ouais, pas vraiment, mais bon, il fallait bien hyper Kofi, quoi, mais je pense qu'il y a... Ça, c'est Michael Cole, quoi, tu sais, c'est le fameux History will be made tonight, quoi, tu vois, quoi. Lui, chaque soir, l'histoire se fait, quoi, donc... je pense qu'il s'est passé beaucoup plus de moments incroyables à WrestleMania, forcément, que le titre, la prise de titre de Kofi. Mais effectivement, ça faisait partie des bons moments de WrestleMania. Oui, évidemment, mais ouais, c'est ça, c'est un petit peu d'emphase, et puis on nous parle quand même du problème qu'il y a eu la semaine dernière, hein. C'est-à-dire la semaine dernière, on a tous vu, on était là, Kevin Owens, qui venait tout juste d'être intronisé dans l'équipe du New Day, a trahi et a attaqué Xavier Woods et Kofi Kingston. Alors Kofi il dit, bon, bah moi au New Day, on aime bien les secondes chances, hein. On aime bien donner des secondes chances aux gens. On pensait que Kevin Owens allait pouvoir faire amende honorable, et en fait, bah non, hein. Kevin Owens, ça reste Kevin Owens. Là où il tique un peu Kofi Kingston, c'est qu'il dit, bah il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Kevin, tu me demandais un match de championnat, tu l'aurais eu sans problème. Là-dessus, bah, Owens, il est sur la rampe là sous le Titantron. Il dit que voilà, il a fait ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il fallait faire pour attaquer. Enfin, il a attaqué Kofi Kingston parce qu'il avait besoin de faire son impact. Xavier Woods arrive pour attaquer Owens dans son dos, mais il prend rapidement un super kick dans la mâchoire. Donc le pauvre Xavier Woods, il a pas trop réussi son arrivée. Owens s'en va et Kingston vient soigner un peu la mâchoire de son copain qui a pris cher. Donc on a un segment d'entrée qui nous met direct sur cette intrigue des championnats mondiaux. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, bah on a un opener qui, au moins, qui a le mérite de placer direct dans la title picture Kevin Owens. Ouais. Voilà, et il est mis définitivement dans la course au titre face à Kofi, et puis il utilise tout l'arsenal des heels connus et inimaginables. Du coup, ça nous donne un segment plutôt pas mal pour une intro, quoi. J'étais un peu étonné en fait de voir Michael Cole sur SmackDown pour faire la présentation. C'était un peu surprenant ça. Et puis, mais bon, au final, écoute, c'est plutôt pas mal cette affiche Kevin Owens versus Kofi Kingston. Bon, je crois que tous les deux on en a suffisamment parlé, ou même avec Irem aussi, quoi, du fait que Kevin Owens allait pas rester très très longtemps face et allait pas rester très très longtemps dans l'alliance de fortune avec le New Day. Il aura vite turné et il sera vite attaqué à mettre une tôle à Kofi Kingston, quoi. Et donc c'est Xavier Woods qui a été la première victime, le premier dommage collatéral en fait de cette feud.
Ouais, on a ouais, comme tu dis, un heel turn assez classique mais très attendu. Ouais, le segment était un peu bizarre sur l'entrée, je suis d'accord avec toi. Michael Cole, l'histoire qu'on nous remote des images d'il y a 2 mois, bon, pourquoi pas, mais ça m'a pas mis dedans. C'était plutôt intéressant à partir du moment où Kofi et puis surtout Kevin Owens avait le micro, hein. Michael Cole, ça commence un peu à plus trop nous intéresser. Ouais, Ouais. Michael Cole, on est tellement habitué avec lui maintenant, quoi. On a l'impression de connaître par cœur toutes ses répliques et tout ça. Il se répète à l'infini, en fait, Michael Cole. C'est c'est un peu ça. On continue. Alors, il y avait une grosse soirée ce soir, hein, les attributions des participants au Money in the Bank, comme je l'ai dit. Alors, on nous annonce que chez les filles de SmackDown, il y aura 4 noms, hein, comme pour les hommes. Bailey fait déjà partie. Voilà, Bailey fera partie du casting et elle affronte ce soir Becky Lynch, hein, puisqu'on se rappelle que la semaine dernière, Bailey avait été assez convaincante au micro en disant à Becky Lynch, tu m'as jamais battu, jamais réussi à me battre. Et ben on va voir si elle va y arriver ce soir. Elle affronte donc la championne The Man. Et ben en fait le match est vraiment très rapide. Et Becky Lynch gagne sur un disarmer. Donc peut-être une petite déception par rapport à cette affiche qui aurait peut-être mérité un peu plus de temps d'antenne. En tout cas pour leur premier vrai affrontement, au moins dans l'histoire du main roster. Et puis ben ça finit pas comme ça. Charlotte arrive, elle débarque, la challengeuse de Becky Lynch. Et elle met un gros coup de pied dans la tronche de l'Irlandaise. Euh, voilà. Et puis elle attaque un peu tout le monde. Et puis elle a montré qu'elle était dominante. Elle a laissé la brune et la rouquine coucher. Et la blonde, donc, est la gagnante du soir et celle qui repart comme la femme forte. Qu'est-ce que tu en as pensé tout ça, Bailey, là, finalement? Est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'espoir sur son fresh Ouais, start à SmackDown? Ouais. le match était assez court, c'était assez Mm. surprenant. En fait, je m'attendais à un match assez long. Et je pensais pas que Bailey allait perdre aussi vite. Donc bon, écoute, alors qu'en plus le pire c'est que juste avant, juste avant le pin, avant de choper le disarmer, elle balance son Randy Savage elbow drop. Mm. Mais elle est Et, contrée. elle est contrée, ouais, ça suffit pas, elle est contrée quoi. Et du coup, elle perd le match derrière quoi. Et puis bah derrière, intervention de Charlotte. Comme attendu, j'ai envie de te dire, hein, on n'était pas tellement surpris de voir débarquer Charlotte et venir mettre un gros big boot dans sa face à Becky. Bah écoute, ça ne fait que confirmer ce qui se passe à Raw, quoi. Hein. Becky, elle est lancée sur un double match pour Money in the Bank. On en a discuté avec Ringside. On cherchait un petit peu une équivalence dans l'histoire de la WWE d'un champion qui aurait défendu ces deux titres dans la même soirée. Et bon, il y a eu quelques trucs équivalents avec des catcheurs, des catchants deux fois dans la même soirée, etc. Mais pour deux titres à la fois, on a donc lancé un défi comment dire, aux suiveurs de catch-up, à savoir si quelqu'un arrivait à nous trouver dans les archives le fait d'avoir un champion qui défend deux fois un titre dans la même soirée. Mais si c'est déjà arrivé, je pense que ça date d'il y a très longtemps maintenant. Ah, mais si, on en a parlé récemment. C'est la fameuse Seth Rollins qui avait défendu contre John Ah, Cena, puis contre oui. Sting. Mais bon, c'était pas 2 titres mondiaux, hein, c'est un titre Non. US. Ouais, c'était titre US, mais t'as raison pour le coup. À Raw, on n'a pas pensé à Seth Rollins de l'époque champion US, champion universel. Mais ça Donc, doit vraiment, effectivement, t'as ça, raison. ouais, ça doit vraiment être. Enfin, en tout cas, je vois pas d'autre équivalent parce que je me souviens que même le Miz à une époque a dû être champion tag team et champion US ou un truc comme ça. Il y a dû avoir des gens qui ont combiné des ceintures tag team et des ceintures solo, mais je me souviens pas qu'ils aient défendu les deux en même temps. Ouais, ouais. Enfin, pas en même temps évidemment, mais. Mais bien vu par rapport à Rollins, quoi. C'est vrai que j'avais pas pensé pendant la review de Raw, j'ai pas pensé à Seth Rollins là-dessus, quoi. Mais bon, du coup, Becky continue quand même, mine de rien, son chemin en étant à cheval entre Raw et SmackDown. Ouais. Mhm. Elle a deux adversaires identifiés et comme pour le coup, Lacey Evans a fait une belle impression à Raw lundi soir. Ouais. Et du coup, et bah écoute, Charlotte, elle continue à se porter en danger permanent pour Becky. Et donc, du coup, ça s'annonce quand même assez indécis cette affaire pour Becky Lynch pour Money in the Bank. Et en fait, ça va être. C'est drôle parce que c'est. Là, vraiment, ça va être le planning de la nuit qui va complètement
décider. C'est-à-dire que si on fait... Parce que Seth Rollins, c'était ça qui était très improbable. Il était censé être le petit protégé de l'autorité. Il avait eu ces 2 matchs coup sur coup, quoi. Et là, Oui, est-ce qu'on peut faire un trou entre les deux, ou est-ce que Becky Lynch elle va rester sur le ring pendant, je sais pas, moi, mettons 40 minutes et enchaîner? Et puis surtout, il y a une autre grande question, ça va être la place du Money in the Bank féminin. Si Becky Lynch fait les openers et qu'on a le Money in the Bank féminin après, elle est tranquille. Mais si le Money in the Bank féminin fait l'opener du soir, ce qui me semble probable, Becky, elle peut en plus se retrouver avec un troisième match contre ah, la porteuse de mallette. l'ordre de la carte Money in the Bank est très très important, quoi. Donc, et puis c'est un petit peu, ça c'est un truc qui est agréable avec ce pay-per-view, c'est que c'est un truc un peu agréable. On sait jamais avant Money in the Bank quel va être l'ordre de la carte. Et est-ce qu'ils vont terminer par les matchs de championnat, terminer par les ladder matchs, on sait jamais, quoi. Donc du coup, ça c'est quand même le côté excitant du Money in the Bank pay-per-view, quoi. Donc écoute, on va bien voir, on va bien voir comment ils vont ordonner ça. Et puis quoi qu'il arrive, ça sera une soirée très dangereuse pour Becky Lynch. Ah bah oui, en même temps, vu le challenge, oui, elle a tout à perdre, mais personne peut lui reprocher si elle perd l'un des 2 matchs ou voire l'un des 3 matchs. Écoute, on verra bien. Mais gros challenge pour la rookie, en tout cas, qui fait toujours. Bon, à Raw, elle a parlé, elle avait eu une grosse pop quand même. Elle avait vraiment eu Oui, un oui. discours, un bon discours de patron. Là, elle a catché, et elle a paru un petit peu plus en dessous, mais bon. Qu'est-ce qu'il y en a ensuite? Alors, ouais, rapidement, on a une petite promo backstage de Aleister Black qui donc ne catche pas pour le moment, maintenant qu'il est à SmackDown, mais nous explique voilà, qu'il lutte contre la peur, qu'il n'a pas peur et que voilà, il est celui qui gagne plus rapidement. Il arrive à gagner, à battre ses adversaires avant qu'ils aient pris conscience du danger en quelque sorte. Donc, bon, petite promo, est-ce que Ouais, ça t'in- on retrouve un Alistair Black un peu de NXT là, Mhm. du fait de son retour en run individuel là, et du coup il est un petit peu relancé bah ouais, en mode NXT, hein, on va dire globalement quoi. Et moi c'est pas fait pour me déplaire quoi. Moi je trouve que c'est bien. Il fallait là après cette espèce de passage un peu étrange qu'il y a eu avec la team Ricochet Alistair Black, il fallait un peu relancer le personnage en individuel quoi pour le mettre en mode dangereux. Et je sais que dans le ring, Alistair Black, il peut être extrêmement dangereux, quoi. Donc maintenant, reste à voir quels adversaires ils vont lui donner, sur quelle ceinture ils vont le lancer. Mais moi, c'est un catcheur que j'aime beaucoup et j'espère qu'ils lui ont prévu un programme sympathique. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Moi, ça me dérange pas ce genre de promo. Au contraire, je trouve que, comme tu dis, ça nourrit un peu son personnage. Et puis, bah, on attend un petit peu, on temporise, on verra ce qu'on lui donne. Sûrement après Money in the Bank, je pense. Ouais, ouais, je pense qu'il y a pas de, ils n'ont pas de programme prévu. D'ailleurs, c'était un petit peu ma déception. D'ailleurs, je t'avouerai, c'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé qu'il soit dans le Money in the Bank match, Alistair Black. Et ouais. D'ailleurs, on va pas spoiler parce qu'on n'a pas encore annoncé les participants, mais on va y arriver. Mais donc, ouais, oui, il n'y aura pas Alistair Black. Désolé pour ceux Ah, qui pas Alistair espéraient. Black. Bon, il y a pas mal de mauvaises nouvelles ce soir. Enfin, mauvaises nouvelles, ça dépend comment on les prend. Mais en tout cas, on perd des champions ce soir, hein. Jeff et Matt Hardy qui sont devenus Xème fois champions tag team en battant les Usos parce que c'est les Usos partaient à Raw. Et ben, ils auront même pas le temps de défendre leur ceinture, hein. Ils ont été blessés. Jeff Hardy a été blessé par Lars Sullivan, en tout cas c'est ce qu'on nous explique. Et donc les Hardy sont tous les deux sur le ring et expliquent voilà, Jeff Hardy étant blessé, ils vont devoir abandonner les titres par équipe. Jeff Hardy nous dit qu'il va être absent longtemps, en plus il ne nous fait pas croire un retour rapide, hein. Il doit se faire opérer. Bon, ils nous promettent de revenir, mais on sait que les Hardy ça commence à faire beaucoup de blessures. C'est un peu difficile de les avoir tous les deux, en tout cas en tag team, sur une assez longue période. On verra si pendant ce temps Matt repart sur un programme en solo ou fait tag team avec quelqu'un d'autre, ma foi. En tous les cas, Lars Sullivan, le coupable hein, de la blessure, lui est là, il arrive, il essaye de s'attaquer à Jeff enfin, il essaie de s'attaquer à Jeff Hardy. Matt Hardy s'interpose, il se fait détruire évidemment. Jeff Hardy est dans mauvaise position, même s'il tient sa béquille prêt à se défendre. R-Truth surgit, il attaque avec une chaise Lars Sullivan, hein, il le tape dans le dos.
Sauf que ça suffit pas. Lars Sullivan, il sent pas la douleur. Il détruit R-Truth. Et puis voilà, bah, tout le monde est à terre et le monstre, le nouveau freak dans la house s'en va, visiblement content d'avoir détruit des quadragénaires blessés. Je sais que toi, c'est pas trop ta cam, Lars Sullivan. Est-ce que là, Oh, ça te, ça te plaît un peu plus qu'on lui mette sur le dos la blessure des Hardy, tout ça? ouais, c'est plutôt bien joué en fait ça. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent ça tournait en rond l'affaire Lars Sullivan là. Donc bon du coup, Jeff Hardy a été bien pro là, hein, là-dessus, hein, en vendant la blessure faite par le Monster Freak. Mhm. Écoute, il a cassé la gueule à tout le monde, encore une fois. Il a cassé la gueule à Hardy Boys, il a cassé la gueule à R-Truth. Maintenant, voir vers quoi il va s'avancer, l'ami Sullivan, là, parce que pour l'instant, ça nous donne pas beaucoup de pistes, malgré tout, quoi, sur ce qu'il va faire, le monstre, là. Donc, Ben oui. bon, moi, je suis surtout un petit peu déçu par rapport au fait que bah, les Hardys qui relâchent le titre. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans la Tag Team Division à SmackDown, là? C'est un petit peu. Ça n'a pas été. En plus, il n'y a rien qui a été vraiment avancé ou quoi que ce soit, donc on ne sait pas trop où ça en est. Et voilà, en fait, on a l'impression que finalement, tout ce segment, il a servi à mettre en avant Lars Sullivan et puis pas beaucoup de choses d'autres. Donc bon, écoute, je reste attentif, mais je reste dubitatif. Voilà. Ouais, pour Lars Sullivan, en tout cas, c'est vrai que ça tourne un peu en rond, surtout si Fudd contre des gens qui partent à l'infirmerie. Oui, Ça bah va être, oui. C'est un, ça va être. c'est un peu emmerdant que on fasse intervenir Lars Sullivan que sur des mecs blessés, quoi. Ouais, paye ton monstre, quoi. Je veux dire, même moi, je pense que Matt et Jeff Hardy, j'aurais pu les blesser ce soir-là. Mais, euh, mais Ah, tu poses une bonne question. C'est vrai que les Usos sont partis à Raw. Euh, Qui c'est qu'on avait aussi Cesaro et Sheamus donc sont à Raw. En tout cas, Cesaro est à Raw et Sheamus est blessé. Big E étant blessé. les Good Euh, sont à Raw Pardon? aussi. Les Good Brothers, Luke Ouais, Gallows et Carl Anderson sont à Raw depuis lundi. t'as raison. Donc on se retrouve avec une scène tag team dont on ne voit. Alors on va pas spoiler ce qui s'est passé un peu plus tard, hein. Il y a une tag team qui est réapparue, mais ça paraît un peu le désert. Et puis donc moi je suis limite interloqué parce que ce genre de segment, bon, on sentait que les Hardy étaient plus trop là, mais ils auraient pu mettre ça dans 1 ou 2 semaines si le temps de réfléchir un peu. Donc je me dis qu'ils doivent avoir une piste pour parce que s'ils libèrent la ceinture si vite, ça va être difficile de. Il va falloir qu'ils build quelque chose pour Money in the Bank, par exemple. Alors que s'ils avaient attendu un petit peu pour annoncer la blessure, ils auraient pu se donner du délai. Je sais pas. Bon, faisons leur confiance, mais Ouais, c'est. ils peuvent faire l'impasse aussi, hein, sur le titre tag team à SmackDown, hein, à Money in the Bank. Un Money in the Bank, c'est traditionnellement un pay-per-view où il y a beaucoup de matchs. Mais pour le coup, là, il y a déjà beaucoup de matchs bookés là, hein, pour Money in the Bank. Donc, peut-être que, je sais pas. Mais bon, il reste encore 3 semaines de booking. Donc, effectivement, peut-être que pour la Tag Team Division à SmackDown, il va se passer des choses d'ici la semaine prochaine. Ouais, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. S'ils avaient retardé un peu cette retraite des Hardy, on se serait pas posé la question. Alors que là, une fois qu'un titre est vacant, tu dis bon bah ça peut pas rester vacant en fait un titre. C'est bon. Écoute, c'est à voir. C'est à voir. Ça va être un peu. C'était un peu la surprise parce que moi, je t'avoue que j'étais pas du tout au courant que Jeff Hardy était blessé. Donc, j'ai découvert ça ce matin en regardant SmackDown, pardon. Mm. Et bah, du coup, c'est quand même triste parce que les Hardy Boys, ça sent quand même un peu. C'est un peu le chant du cygne, tu vois. Ouais. À l'âge qu'ils ont, ça commence à devenir compliqué là, hein, maintenant. Donc, je sais pas trop quand est-ce qu'on les reverra, c'est les deux frangins. Ouais, moi je suis un peu déçu, j'avoue quand même de l'abandon de la gimmick de Woken Matt Hardy. Je trouve qu'il y aurait eu la place, là il y aurait la place pour le refaire revenir, et puis pas forcément en le faisant catcher, mais il pourrait être un peu un chef de. Il aurait pu être un très bon, enfin très bon, j'exagère, mais ça aurait pu être un bon leader ton petit chéri Luke Harper. On aurait pu refaire une alliance avec Bray Wyatt, on aurait pu faire un truc avec peut-être Aleister Black ou je ne sais quoi. Moi j'aimais bien Woken Matt, j'aimerais bien qu'il revienne, mais bon, on verra. Pas sûr. Ouais, c'est à suivre. En tout cas, écoute, on va cesser tout suspense pour les participants au Money in the Bank match masculin. Alors à Raw, c'était la superbe Alexa Bliss qui nous a annoncé qu'on aurait donc
Baron Corbin, je commence par le pire, hein. Baron Corbin, Braun Strowman, Drew McIntyre et Ricochet. Donc un casting éclectique. Je vous laisse écouter le catch pro pour voir les réactions de Ringside et de toi-même, de Chris. À SmackDown, alors on fait encore plus soft, c'est les commentateurs qui nous annoncent que nous aurons donc Ali, ex-Mustafa Ali, le fameux prodige de 205, Finn Balor, le champion intercontinental. Alors ça arrive souvent qu'on ait un champion d'une ceinture intermédiaire au Money in the Bank. Et d'ailleurs, je me demande si c'était pas le Miz qui avait gagné le Money in the Bank en étant encore champion US, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de précédents dans l'histoire. Le troisième, c'est Andrade. Alors ça, je pense que on est contents tous les deux. Ouais, c'est clair. Et le dernier, c'est Randy Orton. Là, on revient un petit peu plus dans le vintage. Donc, on a notre casting de 4 à SmackDown. Qu'est-ce que t'en penses là de cette team-là, de ces 4 têtes? Écoute, peut-être un peu plus satisfait que par rapport au casting de Raw, parce que vraiment le casting de Raw là entre Corbin et Strowman, où vraiment, bon, les amis, écoutez la review de Raw, on en parle assez longuement. Mais on va dire que là, in ring, en tout cas, il y a du lourd hein, avec Finn Balor, Andrade et Ali. Après, on a la caution vétéran avec Randy Orton. Hmm. Bon, c'est pas mal, ça nous fait un match à 8 qui s'annonce quand même assez plaisant. Finalement, bah moi je reste sur, écoute ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, moi je reste sur mon favori restera Drew McIntyre pour ce Money in the Bank ladder match du 19 mai. Et même si mon cœur aurait tendance à pencher vers Andrade. Ouais, ben, je serais à peu près comme toi. J'aimerais bien ces deux-là. À la différence que moi, j'aime bien que le Money in the Bank serve un peu d'accélérateur pour un gars qui aurait pas forcément eu une opportunité. Donc c'est pour ça que pour moi, par exemple, la victoire de Strowman l'an dernier était un très mauvais choix. Et en plus, quand on voit ce qui a été fait après, le gâchis du... Ah, je crois que c'est le pire qu'on ait vu, quoi, niveau cash-in foiré. Enfin bref, c'était nul. Et là, Drew McIntyre, je le trouve tellement affûté, tellement bien booké que limite, j'aimerais bien qu'il devienne champion comme ça, par lui-même, quoi, en solo, sans devoir. Mais en même temps, ça collerait assez bien à son personnage. J'adorerais voir Andrade, ouais, avec la mallette, et Andrade et Zelina Vega, ça serait assez savoureux. Notons quand même qu'on a, du coup, puisqu'on a Strowman, Corbin et Randy Orton, on a 3 anciens porteurs de mallette, hein, là, qui va être sur 8. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vrai que c'est même surprenant même. Ouais. On a fait un peu le tour sur Raw des différents mecs qui auraient pu participer au MITB match et solution que les 4 qui ont été proposés à Raw. À SmackDown, pour le coup, écoute, le line-up est pas mal. Voilà, moi je reste, ouais, je vais rester sur mon idée de Drew McIntyre et d'Andrade qui sont pour moi les deux favoris du match. Comme tu l'as dit, Andrade en porteur de mallette, ça serait pas mal du tout, hein, je pense avec Zelina, etc. Quoi, ça peut amener pas mal de bons segments. Et puis Andrade, il est dangereux sans aucun doute, quoi. C'est un type qui pour moi serait totalement crédible en porteur de mallette. Ouais, comme tu l'as dit, à Raw, on peut s'interroger parce qu'il y avait, enfin en tout cas moi personnellement, je voyais aussi pas mal d'autres noms, notamment Cesaro, Sami Zayn. Là, à SmackDown, on a un peu moins l'impression qu'on nous frustre. Alors il y a Aleister Black, mais comme on vient de le dire, il est plutôt en reconstruction de personnage. J'ai pensé à Buddy Murphy aussi, mais c'est pareil, il est pas encore tout à fait là. Ah, il est Euh, même pas là du tout, même Buddy Murphy pour l'instant. On l'a pas encore vu une seule fois depuis l'annonce de son arrivée à SmackDown. ouais, voilà, donc bon, on a à peu près les 4 mecs. Bah, partant du principe que voilà, il y a pas Daniel Bryan en ce moment, il n'y a pas Kofi Kingston, il est champion, hein, donc ça y est, il en a plus besoin du Money in the Bank. Et ouais, non, on a à peu près fait le tour de qui pourrait être présent, quoi. Je suis pas déçu de ce casting parce que je vois pas trop à SmackDown qui aurait pu. Bah, j'aurais bien aimé Jeff Hardy, ça aurait été, mais il est blessé, voilà, forcément. Donc, on est à peu près, on a le tour, quoi. Ouais, ouais, je pense que moi, enfin moi, je vais te dire ce que j'aurais aimé, c'est de voir Roman Reigns dans le Money in the Bank ladder match. Mais bon, comme c'était plié depuis la semaine dernière avec son match annoncé contre Elias, et même Elias d'ailleurs aussi que j'aurais aimé voir dans ce match-là.
Bon, on peut pas mettre tout le monde dans le MITB match, hein, donc il faut bien un moment faire des choix. Donc Roman Reigns, moi, ça m'aurait vachement intéressé de le voir dans ce match-là parce que je suis pas sûr qu'il a participé qu'une seule fois à un MITB match. Et Peut-être. vraiment intéressé de le voir dans ce combat-là. Bon, bah, malheureusement, ils ont fait le choix du 1 contre 1 avec Elias. Bon, ça revient à ce que je te disais la semaine dernière, hein. Moi, je pense que Roman Reigns, il est vachement protégé depuis son retour de maladie. Et que apparemment, je pense qu'il n'est pas encore au top pour pouvoir accéder à ce genre de match, quoi. Donc, il continue à naviguer dans la mid-card, l'ami Roman. Ouais, exactement. Alors on va en parler tout de suite, enfin presque tout de suite de l'ami Roman. Entre-temps, on passe par un petit segment de douceur féminine, la scène tag team des filles. Donc on voit ce soir en action la nouvelle équipe de Paige, donc Asuka et Kairi Sane, qui affrontent deux catcheuses locales, bon, on peut dire deux jobbeuses, hein, puisqu'effectivement le match est assez rapide. Il y a une des deux, c'est une grande, on est un peu Alicia Fox, une grande avec des très longues jambes qui se moque un petit peu de Kairi Sane au début, qui se moque de sa taille. Mais bon, bah, ça dure pas très longtemps. Et puis voilà, il y a un insane elbow et c'est la victoire des japonaises. On avait les Iconics du côté des commentateurs, mais bon, à part blaguer un peu avec Corey Graves, elles ont pas dit grand-chose d'intéressant. Et en coulisses, on retrouve ensuite Mandy Rose et Sonia Deville, hein, Mandy Rose qui annonce il y a une place dans le Money in the Bank féminin, mais pour l'une d'entre elles, donc l'une des deux. Et bah, assez bizarrement, Sonia Deville, elle cède, elle dit, écoute, meuf, t'as failli être championne en début d'année, faut que tu finisses le job, je te laisse la place. Voilà. Qu'est-ce que... Un avis sur tout ça? Est-ce que tu aurais été aussi fair-play, toi, Chris? Ouais, bah, j'étais étonné. En fait, je me suis même demandé si ça allait déclencher une feud entre Deville et Rose. Et puis, en fait, pas du tout. Elles se sont fait un câlin et tout. C'était donc, écoute, apparemment, Sonia Deville a l'air d'accepter son sort. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Moi, je reviendrai juste sur le match d'auparavant. Si tu veux, en fait, bah, Zayn et Asuka, elles se positionnent clairement comme number one contender. Et je pense que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elles ont peut-être même la tête d'une équipe qui pourrait mettre au top la ceinture féminine par équipe. Ah oui. Elles ont affronté des jobbeuses, là, donc ça veut pas dire grand-chose, hein, mais ce qui est bien dans ces matchs avec les jobbeuses, c'est que ça permet un peu de voir le moveset d'une équipe. Et là, on a bien vu les japonaises comment elles sont bien raccord, hein, toutes les deux, hein, et Ouais. il y a une vraie alchimie. Donc ça, dans le catch par équipe, c'est un truc que j'aime bien. Donc il faut qu'il y ait de l'alchimie entre les partenaires. Et là, pour le coup, les deux japonaises, elles se trouvent au top, quoi. Et puis les deux jobbeuses, c'était marrant, quoi. Il y avait avec une grande blague immense là que j'avais jamais vu à NXT ou ailleurs. Donc il faut Mm. croire ils ont vraiment la WWE a été chercher des jobbeuses locales et parce on était dans l'Ohio, on était à Oui. Columbus et du coup c'était plutôt sympa ce petit match là. Mais et après effectivement bah on nous annonce encore une fois bah toujours ce traitement là du Money in the Bank match. Mandy Rose, qui finalement, c'est elle-même qui annonce son arrivée dans ce match-là. Bon, bah écoute, pourquoi pas. C'était pas tellement surprenant, je sais pas ce que tu en as pensé, mais voir Mandy Rose dans le Money in the Bank match, c'était plutôt attendu, non? Oui, en soi, oui. Après, bah, comme tu dis, c'est le traitement, quoi. Moi, je suis très étonné qu'il n'y ait pas du tout de match de qualification ou quoi que ce soit. Et puis bah, Sonia Deville, qui est un peu à la Bayley, là, hein, qui renonce à l'esprit. On nous dit assez à la WWE, il n'y a pas d'amis, c'est la carrière qui compte. Là, bah non. Ok. Bon. Mais c'est vrai que tu as raison, je ne l'ai pas trop détaillé, mais moi, j'ai trouvé que le match entre les japonaises et les deux jobbeuses étaient assez différents de ce qu'on a, des squats qu'on a l'habitude, hein. Elles ont pas mal pu interagir, les deux jobbeuses. Donc la grande blague qui s'est un peu moquée, après l'autre qui était un peu un style Poison Ivy, elles ont montré plus que ce que montrent des jobbeuses d'habitude, quoi, ou des jobbers quelconques d'ailleurs. Ouais, ouais, elles ont eu du temps par rapport à beaucoup de jobbers. Ça, c'était assez étonnant de voir des jobbers comme ça, du temps dans un match. Écoute, c'était plutôt bien vu, moi, j'ai trouvé. Après, les Iconics, t'en as parlé là tout à l'heure, là, mais les Iconics aux commentaires, ça vole pas bien haut, hein. Non. On n'est pas dans le grand frisson quand même, hein, avec ces deux-là en tant que championne, quoi.
Non, mais bon, on verra. Ça n'aura qu'un temps, ça semble à peu près inévitable, hein, effectivement. Ouais, 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 ça me paraît quand même assez difficile pour les Iconics de rivaliser déjà au niveau in-ring avec les Japonaises. Ouais, le problème c'est que c'est un peu toujours la même chose, hein. On a des championnes, bon, qui sont bookées assez faibles. On a des challengers qui ont l'air bien, bien chaud patate. Et après derrière, c'est le fameux landscape. Il est un peu, on entend un peu les mouches voler, quoi. On n'a plus les Samoans. Bon, on va pas s'en plaindre, hein, mais on a plus grand monde. Tu vois, même à Raw, elles sont pas venues, alors que d'habitude elles font les deux soirs parce qu'il n'y a pas, bah, il y a pas beaucoup de matière, hein. Ouais, c'est un peu difficile pour la Tag Team Division féminine, hein. Mm. Ouais, écoute, on va les laisser à ce désert. On va parler de ce qui t'intéresse. On va faire venir le Big Dog, Yeah, Roman! Roman Reigns. Alors, Roman Reigns, il arrive, hein, il a frappé Vince McMahon il y a 2 semaines. Il a été vengé, il a été attaqué par Shane et Elias la semaine dernière. Donc, bah, Roman Reigns, il nous explique un peu que bon, bah, il faut, quand on arrive quelque part, il faut faire un big impact, il faut faire parler. En gros, voilà, il a frappé Vince un peu par hasard, on dirait, dans son discours. Il n'y a pas de haine, pas de colère, c'est juste pour choquer et pour faire parler tout le monde. Alors Shane arrive, Shane qui est décidément très très présent. Là, il y a plus que lui en fait dans la famille McMahon, on ne voit plus que lui. Il nous dit que voilà, c'est sa famille qui possède quand même la maison, hein. C'est pas parce que Roman Reigns bien sûr nous dit que voilà, il est sur son yard. Shane McMahon il dit non non non, c'est nous les patrons, c'est chez nous. Euh, et puis Roman Reigns il dit non non, bah c'est surtout chez ton papa, chez ton papounet. Et puis bah la semaine dernière tu m'as attaqué grâce à Elias, mais là est-ce que tu as le courage de venir me défier? Alors Shane, il refuse, il va pas il a un gros match à préparer en cage contre le Miz, donc il va aller chercher des excellents préparateurs sportifs. Alors je sais plus dans quelle ville il cite, mais bon, un concurrent de Columbus, Ohio, j'imagine, pour avoir quelques huées. Je sais plus ce qu'il dit, Milwaukee, non, un truc comme ça, ou Memphis, un truc en M, non? J'ai Ouais, un- ouais, 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 il fait une comparaison avec une autre ville. Je t'avoue, j'ai plus en tête en fait la ville qui Ouais, dit exactement. ça nous paraît bien loin tout ça pour nous, hein. Mais Après, écoute, franchement, après être coltiné Shane à Raw, je pensais pas le voir à SmackDown. hmm. SmackDown dans un segment impliquant Roman Reigns, bah voilà, je suis pas super fan. Alors, je fais une petite digression, mais j'ai trouvé Axel et Dallas totalement hors de forme. Mais Bo Dallas, il a un bide. Et Curtis Axel, pareil, il est pas du tout au shape, quoi. Non, mais franchement, j'ai été vachement surpris par la B-Team, là. Et- Je les ai trouvés totalement hors de forme, quoi. Alors, en plus, avec le t-shirt blanc, là, B-Team, machin, tout ça, ça met pas en valeur. Et ma première réflexion, hein, quand ils sont rentrés sur le stage, c'était de me dire, mais oh là là, mais ils sont gros les deux là, mais qu'est-ce qu'ils bouffent là depuis 3 mois là? Et alors du coup, se retrouver avec un handicap match, enfin franchement, du coup, il y avait pas tellement de surprises à attendre, quoi. ben, peut-être parce que B stands for bouffe, c'est ça. Euh, Très bon ça. Ouais, non mais donc effectivement, comme tu le dis, la B-Team débarque et va affronter Roman Reigns en tag team, enfin non pas en tag team pardon, en handicap match et avec un spécial guest référee enforcer, donc un arbitre de touche en quelque sorte, hein, Ouais, ça, ouais. et cet arbitre de touche, bah c'est pas très surprenant, c'est Elias. Un peu bizarre, je sais pas si t'as remarqué, mais ils nous ont fait une coupure pub alors que Shane était en train de parler. Oui, oui, c'est Bon, vrai que c'était étrange ça. voilà, Shane était en train de dire, bon, je crois qu'il a dit ce match est right now, hein, il a dit this match is, et puis hop, pub. Et donc, bah, on résume, hein, Roman Reigns, il affronte deux personnes, alors deux grassouillés, effectivement, mais deux personnes, hein, Curtis Axel et Bo Dallas. Il y a un vrai arbitre sur le ring, et Elias, lui, il est aux alentours. Donc, évidemment, bah, Roman Reigns against the odds, hein, Roman Reigns contre l'adversité. Et puis un programme assez classique, voilà, Roman Reigns, il a un peu de mal, il arrive à dominer, puis bon, bah quand même, les B-Team, ils sont deux, donc il prend un peu cher, et puis quand l'arbitre a le dos tourné, bah, le faux arbitre, Elias, il donne des coups. À un moment donné, Roman Reigns réussit à placer un spear,
L'arbitre s'apprête à compter 3, mais Elias dégage l'arbitre officiel, le remplace, s'attaque à Roman Reigns, donne à Curtis Axel la possibilité de placer son finisher. Il tape un, il tape 2, mais ça c'est un réflexe étonnant chez le catcheur, un trop de respect de la loi. Elias, alors qu'il aurait complètement pu taper 3, on s'en fout, il était arbitre. Eh ben non, Roman Reigns lève l'épaule, donc Elias il compte pas 3. Le match continue, et puis Roman Reigns il va gagner, hein. Il se relève de tout le monde, il envoie Elias Ouais. au pâquerette, il fait un spear à Curtis Axel. Ma mémoire est bonne. Le vrai arbitre s'est remis de sa commotion. Et puis hop, 1, 2, 3, victoire du Big Dog. Et écoute, ça ressemble. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait quand même beaucoup, beaucoup au programme de l'ancien Roman Reigns. Mais la foule a bien adhéré à cette histoire. Et comme tu l'as dit, ça reste du mid-card, à peu près inoffensif pour le moment. Donc, toi, t'es content de ce. Bon, c'était pas un grand match, hein. C'est vrai que la B-Team, c'était pas ouf. Mais bon, Non, c'est pas ouf, non. Alors alors, comme respectueux des heals, c'était assez étrange. ouais. C'est vrai qu'il aurait tout à fait pu faire le compte de 3 et puis que bah voilà, il n'y aurait pas eu scandale, hein. On aurait dit bah voilà quoi, c'est une filouterie des Elias et en fait même pas, on n'a même pas eu le droit à ça. Et moi, alors moi, si tu veux, alors là, c'est un truc que je déteste dans le catch, c'est les catcheurs hors de forme. Et pour le coup, bah, j'ai trouvé que la B-Team était totalement hors de forme. Et je vais te dire, clairement, heureusement que Reigns gagne ce match et puis qu'on n'en parle plus derrière, quoi. Parce que si tu veux, moi, pour moi, là, c'était vraiment, c'était même vachement surprenant. Donc voilà, donc du coup, Reigns, il a fait le taf, il les a démontés, il met un spear à Curtis pour terminer le truc. Et puis voilà, quoi. C'est de la mid-card, les amis. Retenez bien ça. C'est de la mid-card. On est en train de parler de segments avec Roman Reigns et on est en train de parler de mid-card, quoi. C'est quand même énorme. Si on nous avait dit ça il y a 1 an ou 2 ans en arrière, personne n'y aurait cru, quoi. Donc on est en train de commenter quand même de la mid-card avec Roman Reigns, quoi. Donc c'est assez fantastique, quoi. Donc maintenant, voir le programme que le Big Dog va avoir dans les semaines à venir. Oui, je suis un peu plus mesuré que toi. Disons que c'est de la mid-card, mais quand t'es plus ou moins en feud avec un des patrons de l'autorité, ça reste quand même toujours un. Bon, mais effectivement, sur le principe, le match est. Ouais. Ouais, alors Shane, je sais pas ce que t'en penses, hein, parce nous on en a parlé à Ringside, mais bah, moi Shane, ça me gaffe quoi. Et alors là, de le voir, on l'a eu à Raw avec l'affaire Miz, maintenant on l'a en interaction avec Roman Reigns, et en même temps, ce qui est étrange, c'est que bah, Roman Reigns, il a mis une droite à son père, et finalement, bon, on peut pas dire que Shane, il ait été plus choqué que ça. Il y a quasiment pas fait allusion durant sa promo, hormis le fait de dire que la famille McMahon possède tout le paysage de la WWE. Mais du coup, c'était un peu étrange cette promo. Enfin, je sais pas si tu as trouvé Shane très crédible, toi, mais moi, en tout cas, de mon côté, c'est pas super bien passé, quoi. Non, c'est en fait, il est sur un double programme comme Becky Lynch, mais là, il a vraiment donné l'impression de. En gros, on dirait qu'il a pris son avion, mais qu'il en avait rien à foutre. Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, il a dit bon, ok, j'ai pas le temps. En gros, j'ai pas le temps pour t'affronter, j'ai pas le temps pour ça. J'ai mon match, j'ai mon programme d'Euro, donc désolé, je te laisse avec les jobbers et je me casse. Donc, ça fait une drôle de feud en fait, parce que Roman Reigns, il est un peu en feud plutôt contre Elias, et encore, c'est pas vraiment. Moi, je crois que Shane, il veut toujours être one of the guys, donc il veut être actif et je pense comme je l'avais déjà pronostiqué, on va peut-être vers un match Roman Reigns contre Shane soit quelque part dans un pays d'Arabie Saoudite si ça se fait encore, enfin des Émirats là, oui, soit, soit à SummerSlam par là, mais pour le moment c'est pas très convaincant. De toute façon, Shane, oui, il me gonfle aussi, mais en fait, je voulais pas que la FUD avec le Miz continue. Et du coup, là, elle se continue et ça me fait chier qu'il fasse deux choses à la fois. Donc, tout va mal, quoi, pour eux. Ouais, ouais. Bah écoute, on a fait un peu le même constat par rapport à Shane. On était ringside et moi, je crois qu'on était assez unanime pour se dire que c'était assez décevant. On pensait vraiment après WrestleMania que voilà, c'était terminé, que pour le Miz, on allait passer à un autre programme. Mais non, non, ça continue avec Shane. Et en plus, maintenant, Shane, on nous l'impose aussi à SmackDown avec Roman Reigns. Alors moi, j'ai tendance à croire que la feud entre Reigns et Shane McMahon ira nulle part.
Effectivement, je pense étant donné que c'est quand même Reigns versus Elias qui est prévu pour Money in the Bank, donc c'est la rivalité principale, elle se passe entre ces deux-là. Shane était là pour servir les plats, on va dire, je pense, cette semaine. Bon, on pourrait s'en passer de Shane McMahon. Franchement, ça serait pas grave, quoi. On y survivrait. Ouais. On verra bien ce que ça donne tout ça. En tout cas, on approche de la fin du show et c'était un SmackDown un peu bizarre puisque là, tout d'un coup, on a un tag team match incluant les participants au Money in the Bank, exactement comme à Raw. Donc Finn Balor et Ali d'un côté contre Randy Orton et Andrade. Au moment où cette affiche commence, il reste un quart d'heure de show. Moi, je me suis dit, bon bah, nous avons notre main event. Et ça a commencé assez fort. On a surtout eu en fait Andrade et Finn Balor qui ont eu, je crois, quasiment toute l'interaction. Je suis pas sûr qu'Orton ait fait grand-chose. Et c'était plutôt pas mal. C'était assez rapide, mais ça a été vraiment très court. Andrade, il a encaissé un Sling Blade de Finn Balor qu'il a couché au sol. Et après, il a pris le 45 Splash d'Ali. Et puis, bah, 1, 2, 3, c'était fini. Je pense que ça a duré moins de 5 minutes. C'était très étonnant. Bon, ensuite, Orton est passé faire un RKO de mémoire sur Finn Balor. Et Ali, voilà, c'est ça. Et Ali a éjecté Orton. Donc, on finit sur l'ex Mustafa Ali qui célèbre au milieu du ring. Donc, booké, booké le plus fort des quatre en quelque sorte, hein. Ouais, un match expéditif, ouais, 5 à 7 minutes, je pense, pas plus. C'était pas mal, c'était plutôt prometteur comme affiche, quoi. Ça faisait un bon tag team match, mais effectivement qui a été assez évacué. Et c'est vrai que la majeure partie du combat a été portée par Andrade et par Baylor. Mais c'est Ali qui termine le match en fait en véritable vainqueur du match, quoi. Et c'est sa musique qui retentit. Alors, ce qu'on dit en catch, quand ta musique retentit, que t'es perdu ou gagné le match, c'est que c'est toi qui as gagné le segment, quoi. Ouais. Donc il faut Ali, même s'il gagne le match concrètement, compétitivement parlant, mais effectivement c'est lui qui est mis en avant à la fin, c'est lui qui pose tout seul sur sa musique. Baylor est pas là au moment où il est Mm. couché par terre quelque part ringside, mais ouais c'était un match parce que moi j'ai en fait bah écoute on a eu la même que moi aussi quand le match a démarré, j'ai pensé que c'était le main event quoi, et je m'attendais à un combat de 12-13 minutes quoi. Et effectivement, ça a été expédié et c'était histoire de nous présenter les quatre mecs de SmackDown qui allaient participer au MITB match, quoi. Donc c'était pas folichon. On peut pas dire que ça a fait beaucoup rêver cette affiche, quoi. Moi j'ai très surpris que ça soit aussi rapide. C'est vrai que quand j'ai vu l'enchaînement 450, là je me suis dit, mais attends, c'est le finisher pourtant ça. C'est 1, 2, 3, ah bah oui, c'était le finisher. Ouais, ouais. Donc Ali, on se souvient que à SmackDown déjà, avant sa blessure en début d'année, il semblait vraiment parti sur un gros push. Est-ce que on va sur la même? Est-ce qu'on va avoir un été Ali? En tout cas, pour le moment, ça y ressemble un peu, hein. Ouais, ils le bookent fort en tout cas. Écoute, ils avaient comme tu l'as dit, ils avaient déjà sa blessure et il revient comme en 14, quoi. On le rebook très puissante. Après, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que Ali va gagner le MITB match. Moi, très Ah, pas forcément, non. moi, il fait pas partie des favoris. Mais par contre, il est une caution certaine pour un match de qualité. Avec lui dans le ring, dans un ladder match, je pense qu'on va avoir droit à du lourd et ça va voler autour des échelles, quoi. Mais de là à dire que Ali va gagner le MITB, j'ai quand même de forts doutes. Là, moi vraiment, je suis vraiment parti dans une idée. Pour moi, les deux grands favoris de ce match à 8, ça reste. Enfin, c'est mon avis personnel, les amis, mais c'est Andrade et McIntyre, quoi. Ouais, mais en tout cas, on peut dire là que avec les 8, bon, on a des noms qui nous font pas rêver individuellement, mais on a un casting de 8 qui est vraiment, on a tous les gabarits, donc je pense effectivement, n'oublions pas qu'on va avoir Ali, Ricochet, Finn Balor et Andrade sur le même match, et puis avec des Corbin qui feront sûrement de temps en temps un gros End of Days ou des trucs comme ça promet d'envoyer. Je pense que Strowman va passer beaucoup de monde à travers des échelles ou autre. Bon, ça risque d'être un beau match quand même, ce Money in the Bank, hein. Ouais, le plateau en lui-même est pas si mal que ça. C'est clair que ces 8 là mis ensemble dans un match, ça peut donner du lourd. Surtout que comme tu l'as justement dit, il y a une vraie
comment dire, une vraie complémentarité sur les gabarits. Du coup, on a du monstre, on a du voltigeur, on a un petit gars, du grand gars, on a un peu de tout là sur ce match, quoi. Donc, Ouais. bon, globalement, ça s'annonce pas mal. Bon, moi, Money in the Bank fait partie de mes pay-per-view favoris en général sur l'année. C'est un pay-per-view qui déçoit quand même assez rarement. Après, on est d'accord, pas d'accord sur le détenteur de la mallette et tout ça, quoi. Mais Mm. sur le in-ring, en général, c'est pour moi un des meilleurs pay-per-view de l'année. Donc, même si j'aurais certainement pas mis ces 8 là exactement dans le ring pour ce match-là, au final, le line-up est pas dégueu, quand même. Ouais, alors est-ce qu'on a la même chose chez les filles, puisque on nous annonce enfin la fin du casting. Hein, chez Arrow, on a donc Natalia, Dana Brooke, Naomi et Alexa Bliss. Je vous laisse écouter les avis de Ringside et de Chris à ce sujet, ça fait pas forcément rêver à première vue. Pour ce Non. soir, on nous a annoncé Bailey, on nous a annoncé déjà Mandy Rose aussi. Il nous en reste deux, et ben c'est Amber Moon et Carmella qui rejoignent le casting. Donc là, avec Carmella et Alexa Bliss, c'est simple, hein, sur ce match, on aura les deux personnes qui ont déjà gagné, les deux filles qui ont déjà gagné à Money in the Bank féminin. Bon, alors là, est-ce qu'il te plaît ce casting? Est-ce qu'il est un peu... Bon, il y a moins de différence de gabarit, hein, chez les filles, mais bon. Chez les filles, c'est pas comparable physiquement, mais par contre, pour le coup, le casting de SmackDown féminin me plaît beaucoup plus que le casting de Raw, quoi, hein. Ouais. Puis, j'espérais surtout qu'Ember Moon allait être là, et du coup, il y a eu la confirmation qu'elle serait bien là, et donc Ember Moon, pour moi, c'est la bonne nouvelle là, bonne nouvelle de ce match. Alors autant pour les garçons, je suis assez catégorique sur mes favoris, autant pour les filles, là, j'ai plus de difficultés là. Ça va être plus compliqué avec effectivement, comme tu l'as dit, Carmella et Alexa Bliss, qui sont les deux anciennes championnes, enfin je vais les appeler championnes de Money in the Bank. Mais du coup, il y a plus, c'est plus équilibré, quoi, je pense, quoi. Et Ember Moon, une bonne tête de vainqueur, moi, je trouve. Mais bon, je sais pas, ça se discute, quoi. Le line-up de SmackDown me paraît plus alléchant que celui de Raw. Oui, et bah moi aussi, je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'Amber Moon, c'est bien. Bailey, bon, elle est solide sur le ring. Mandy Rose, ça dépend, mais dans un match à 8, elle peut arriver. Moi, enfin, je mettrais bien, je pense qu'effectivement, à la WWE, et puis Papy Vince et tout, ils ont bien envie de mettre un peu de business sur Mandy Rose. Donc je crains un peu, mais sinon, ça devrait s'annoncer pas mal. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, là, il y a quand même enfin, il y a quand même des absents. Moi, c'est mes petits chouchous toujours, mais on aura ni Lana, bon, ça c'est pas trop grave, hein, ni Rousseff dans ces matchs-là. C'est un petit peu dommage toujours pour cela. Rousseff, c'est vrai qu'il n'y a pas Rousseff, il n'y a pas Nakamura, il n'y a Ouais, pas. bon, Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il n'y avait pas Aleister Black. Il y a quand même quelques noms laissés en route là qui sont quand même assez surprenants. ouais. Après, j'y pense là. C'est vrai que je les avais complètement oubliés, mais du coup, Rusev et Nakamura me paraissent les grands favoris pour une ceinture tag team SmackDown. Si on n'a pas trop le temps de builder des feuds, ça Ouais, risque d'être pour eux. ouais, bah surtout que c'est une des équipes les plus installées à l'heure actuelle dans le show bleu. Mm. Donc il serait assez logique déjà de les voir dans un match pour le titre. Et puis bah, les voir champions, moi pourquoi pas. Moi alors là, moi je serais totalement preneur hein, d'avoir le duo Rusev Nakamura en champion tag team à SmackDown. Je pense que ça aurait de la gueule, hein. Ouais, bah ça déjà ça permettrait de les voir un petit peu plus et on a bien envie de les voir un petit peu plus, surtout l'un des deux, le moins japonais des deux. Mais ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Écoute, on va directement à ce qui était vraiment le main event, puisque ce show n'en finissait plus. Moi, j'ai trouvé Kevin Owens a donné un petit KO show, donc il fait l'ouverture de la soirée et la fermeture. Kevin Owens fait son KO show, et il est au milieu du ring, il a son micro, il y a une chaise, il nous explique qu'il a invité Xavier Woods. Parce que depuis des semaines, c'est que Kofi, on n'entend parler que de Kofi, et puis il aimerait bien avoir l'avis du sous-fifre un peu, hein, de celui qui est dans l'ombre, il aimerait bien savoir ce qu'en pense Xavier Woods de toute cette histoire. Sauf que Xavier Woods, bah, il a pris un kick dans la mâchoire. En général, c'est rare à la WWE que tu mettes 1 heure et demie à te remettre d'un super kick, mais là, a priori, si, le pauvre Xavier, il vient pas, il arrive pas. Donc Kevin Owens, il sort une petite figurine Matei ou Bandai ou je sais plus quelle marque, bref, une figurine de Xavier Woods. Il la met sur la chaise. Il a apporté une figurine de Biggie aussi. Bon, puis voilà, ça.
pas trouvé le public très emballé par le segment. Bon, au final, c'est Kofi Kingston qui débarque, il passe à l'action directe, hein, il fonce sur Kevin Owens, ça commence à se battre, et puis finalement, bah, Owens s'enfuit, il part dans la foule, il part par le public, et Kofi Kingston, il est au milieu du ring, et il l'invective, et la foule le soutient. Mais ça finit, bah, le show finit là-dessus, sur un KO show qui a été finalement assez court et où il s'est pas dit grand-chose, il s'est pas passé grand-chose. Je sais pas si t'as le même ressenti que moi. C'était un peu tiède, j'ai trouvé ce segment. Ah ouais, alors là, carrément pour le coup, moi j'ai trouvé ça non seulement tiède, mais j'ai trouvé ça assez mauvais en fait. Je Mm. me suis pas éclaté hein, sur le. Alors pour le coup, ça faisait longtemps à SmackDown que je m'étais pas éclaté sur le main event. Là, je me suis un peu fait chier en fait, hein, pour être honnête. Le coup des figurines et tout ça, j'ai trouvé ça bon, sans plus quoi, relativement inintéressant. La foule en plus était pas dedans, on peut pas dire que les gens de Columbus étaient très 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 chauds. Bon, du coup, on a eu des interactions assez classiques. Voilà, le challenger qui se fout de la gueule du champion, le champion qui finalement sort du locker room et puis qui vient se confronter au challenger. Bon, voilà, on va dire hormis petit détail amusant du fait que sur la figurine de Biggie, Owens, il avait placé un petit plâtre ou un truc comme ça, quoi. Donc ça, plutôt marrant. Mais bah écoute, j'ai été pas mal déçu en fait de ce main event de SmackDown là. Pour le coup, comme ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé à SmackDown d'avoir un main event où je suis ressorti en me disant bah bof quoi. Et bah là, là, je suis sorti de ce main event en me disant bon bah c'est tout, ok, d'accord, ok, il se passe que ça. Alors après, si tu veux, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement un Kofi versus Kevin Owens, c'est plutôt pas mal comme affiche pour le titre de champion du monde SmackDown. Mais présenté comme ça nous a été présenté cette semaine, on peut pas dire que ça ait fait beaucoup rêver, quoi. Eh ben ouais, je suis bien d'accord avec toi. Moi, je te dis, cette fin de show, là, il y a eu ce match à 4 qui me paraissait être le main event qui l'a pas été. Après, on a eu bon, les filles en coulisses, Carmella qui fanfaronne un peu bon. Et puis là, ouais, Kevin Owens, je l'ai trouvé. Ben, alors, je sais pas, voilà, c'est pas forcément de sa faute, hein, c'est un peu en fonction du texte et tout, mais il était tout seul au milieu du ring. Il n'a pas vraiment déclenché de hits, il a dit que des choses assez banales, il n'a pas été drôle comme Kevin Owens peut souvent être très drôle. Voilà, comparé par exemple à. Moi je suis très fan en ce moment, je sais pas, j'écouterai Catch Up Pro mais, pour avoir votre avis, mais je suis assez fan des promos de troll de Sami Zayn, et puis bah, son copain québécois là, il a pas assuré à SmackDown. Et puis bah ouais, l'affrontement, enfin voilà, ils se sont mis deux tartes quoi. C'était très pourri. Il n'y a pas eu. Bon, ça m'énerve quand on le fait tous les 4 matins, mais il n'y a pas eu les officiels qui sont venus se séparer. Il n'y a pas eu. Voilà quoi, il y a eu deux baffes et puis hop, on s'en va dans la foule. Ouais, c'était pas terrible. Je suis un peu déçu de ce main event. Et bah du coup, c'est ça qui finit ce SmackDown. Maintenant, comme tu l'as dit, la FUD est plutôt. Enfin, en tout cas, le match va être alléchant. Qu'est-ce que t'en penses? On est un peu loin encore du match, mais est-ce que pour toi, toi, t'as envie de voir Kevin Owens l'emporter, ou il faut continuer un peu sur ce règne de Kofi Kingston quand même? Ah, je suis partagé avec ça, quoi. C'est quelque part, on a envie de te dire que Kofi il pourrait mériter d'avoir un run de champion relativement long. Surtout qu'à SmackDown, c'est quand même un peu la tradition depuis pas mal de temps. Là, les champions qui ont la ceinture la gardent quand même relativement longtemps. Quand tu penses que même Jinder Mahal l'a gardé 6 mois, Non, je veux pas penser à ça. à SmackDown, c'est vrai que les champions ont souvent tendance à garder assez longtemps leur ceinture. Bon, Arrow, c'était le cas aussi, mais Arrow, c'est le mauvais exemple parce que bah, on avait Brock qui lui, la vampirisait carrément, la ceinture. Ouais. Et, donc, du coup, je sais pas, je suis partagé parce que bah, j'aime beaucoup Kevin Owens, bah, sauf sur cette semaine où vraiment j'ai été vraiment déçu du main event. Et où effectivement, comme tu l'as dit, ça a pas marché avec le public, ça a pas, il a eu un peu de hits et tout ça, quoi, mais il y avait rien d'extraordinaire, quoi. Et puis, bon, le fait de s'adresser à Woods comme ça, en fait, on a l'impression qu'il essaye de monter Woods contre Kofi, mais bon, j'ai l'impression que quelque part, tout le monde sait que ça marchera pas, ça. Voilà, quoi. C'est pas un angle, c'est pas un angle qui va marcher des masses, quoi. Je sais pas, j'étais même surpris que SmackDown finisse un épisode sans match, voilà, juste sur un segment de cette manière-là. Enfin, pour moi, ça a été une vraie déception, ce main event, si on peut appeler ça un main event d'ailleurs. Mais ça a été une vraie déception. Et après, bah ouais, bah écoute, j'ai du mal à me décider. Est-ce que Kofi doit garder son Kevin en champion, on sait qu'il est bon.
On sait que quand il tient une ceinture, il est très très bon et que d'ailleurs ça avait été assez décrié du temps où il s'était fait où il s'était fait prendre pardon le titre par Goldberg en l'espace de 30 secondes alors qu'il avait fait un super run de champion universel. Ah, c'était affreux. C'était terrible ça. Et donc bon, donc du coup j'ai confiance dans le fait de voir Kevin Owens champion de la WWE, mais est-ce que ça vaut pas le coup non plus que Kofi quand même assoit un peu son règne et reste champion pendant quelques temps? Je sais pas, je pense que ça doit beaucoup diviser les fans de catch ça. Ouais, alors moi je suis plutôt tendance Owens quand même. C'est vrai que je le trouve vraiment très très bon en général. Et puis dans le Kofi Kingston, j'ai envie de dire, je sais pas, c'était la très belle histoire d'avoir le mec qui réussit après 10 ans à la WWE à accéder à ce niveau-là. Mais pour moi, comme je le dis souvent, enfin, bon, c'est mon point de vue, hein, mais je trouve que pour tous les underdogs, vraiment, ce qui est intéressant, voilà, c'est de la montée vers la montagne et c'est de surpasser les obstacles. Mais une fois qu'ils sont au sommet, bah là, on le voit bien avec Kofi, quoi, c'est un petit peu fade et c'est un peu, c'est pas finalement très intéressant. Je trouve en tant que champion pas très intéressant. Il a eu déjà enfin voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure pour Roman Reigns, il y a des choses, un an auparavant, on n'aurait jamais pu imaginer Kofi Kingston champion à WrestleMania, champion du monde. Hein. Impossible de penser qu'un mec du New Day allait sortir en solo et en plus Kofi Kingston avec son passif du plafond de verre. Donc, mais c'est vrai que ça ferait peut-être un peu tôt, quoi. Et si le mec il part un peu comme Sasha Banks là, à perdre dès sa première défense de titre, à voir, à voir. On peut envisager peut-être un rematch ensuite ou un truc. Puis il y a toujours le Money in the Bank qui va commencer à flotter si c'est un mec de SmackDown qui l'emporte. Mais bon, on va se laisser porter par l'affiche et on verra bien ce qu'ils vont pouvoir nous raconter, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Et, après, moi, Kofi, je suis assez d'accord sur ton analyse du fait que Kofi, vraiment, son moment, ça a vraiment été l'ascension vers le match pour le titre face à Daniel Bryan. Et que c'est vrai qu'une fois que Kofi il avait gagné ce titre, est-ce que vraiment les fans de catch arrivent vraiment à puissent faire un run très long de champion? Ouah, ça me paraît pas très très évident quoi. Kofi il paraît maintenant comme un champion un peu. Voilà, il a réussi. Voilà, il a réussi le truc incroyable, le truc d'aller gagner à WrestleMania, etc. Moi, ne m'étonnerait pas quand même que la WWE passe à autre chose assez vite quoi. Ouais, surtout peut-être que peut-être qu'on a éventuellement besoin de lui sur la scène tag team à SmackDown, mais on voit bien la différence, je trouve, entre Becky Lynch qui était pareil, hein, c'était le côté underdog, mais Becky Lynch là, elle assure. Becky Lynch, elle fait vraiment très championne. Becky Lynch, à la différence de Kofi aussi, c'est que Becky Lynch, elle tient le micro de manière. C'est-à-dire que Becky Ah, Lynch, en ce moment, il faut quand même dire que toutes les semaines, que ça soit à Raw ou à SmackDown, là, à SmackDown, elle a eu un match, là, elle n'a pas eu de promo, mais toutes les semaines, elle fait des promos, toutes les semaines, elle tient le public dans sa main, hum. et toutes les semaines, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pas du tout le cas avec Kofi, quoi. Kofi, il est quand même relativement limité au micro, quoi. C'est pas le mec qui fait le plus rêver dans ses promos, quoi. Donc, Ah ben non. c'est pour ça que Kofi a. Tu parlais du plafond de verre, mais je crois que Kofi, en tant que champion, lui aussi, il est confronté un peu au plafond de verre, quoi. C'est-à-dire qu'il est relativement limité sur ce qu'il fait au micro tout seul. Quand il Ouais. est avec les New Day, quand Biggie et Xavier sont là, etc., c'est un peu différent. Mais quand il est tout seul comme ça, c'est là où on voit les limites un peu de ce catcheur, quoi. Ben oui. C'est bien, on comprend mieux hein, pourquoi c'était un B+ player finalement. Et ouais. Bon, bah écoute, on en a fini avec ce SmackDown. On a nos cartes pour Money in the Bank. Maintenant, bah, libre à vous, les amis, de pronostiquer, de donner vos favoris. Est-ce qu'on va. C'est vrai, hein, tout est possible sur cette carte, selon si on a les Money in the Bank avant les matchs pour les titres. On peut avoir plein de changements de titres, on peut avoir plein de choses. Nous, on va finir bah, par notre mot de la fin. Donc, Chris, je ne sais pas si tu as préparé ton top, ton flop et ta note, mais je t'écoute. Oh, je ne l'ai pas préparé forcément, mais j'ai un avis qui m'ont tranché. Bah écoute, eh ben, je vais te dire, je trouvais que c'était l'un des plus mauvais SmackDown depuis le début de l'année. Je me suis un peu ennuyé en fait, parce que les matchs étaient très courts. Il n'y a pas eu de, tu vois, ça n'a pas été un SmackDown super marquant avec, il y a eu beaucoup de segments, de segments dans le micro, etc. Les matchs ont été très courts, que ça soit Reigns, que ça soit les tag teams, que ça soit tout ça. Donc c'était assez surprenant.
Ouais, et bah, la semaine dernière, j'avais mis un 4 parce que j'avais trouvé vraiment l'épisode de la semaine dernière génial. Et là, cette semaine, bah, je me suis un peu ennuyé par moment. Et donc, bah, je vais mettre un 2,5, je vais lui mettre la moyenne. En flop, je vais mettre le main event, qui pour moi d'ailleurs n'était pas vraiment un main event, quoi, qui était un segment promo avec Owens et Kofi et qui n'apportait rien, j'ai rien trouvé de particulier. En fait, j'hésitais à mettre mon flop au main event ou fait mettre mon flop à la construction du Money in the Bank match. Ce qu'a fait justement Ringside à Raw. Et, parce qu'effectivement, ce qui manque encore une fois, c'est ce fait que sur le Money in the Bank match, on n'est pas de match de qualif, on n'est pas de tournoi, on n'est pas. Ils se sont contentés, à Raw comme à SmackDown, de faire de simples annonces. Et ça, c'est vraiment décevant. Ouais. Donc du coup, voilà, mon cœur balance dans le flop entre un main event vraiment pas terrible et puis cette construction, ce build-up du Money match. Et puis bah mon top, je me rends compte que j'ai vachement de mal à mettre un top, quoi. Ouais. Euh, Mon top, je vais le mettre. Mon top, purée la vache. Eh ben, mon top, je vais le mettre à Becky Lynch pour l'ensemble de son œuvre sur les weekly depuis plusieurs semaines et que finalement elle a battu Bayley cette semaine, qui est une des adversaires les plus dangereuses dans la division. Et donc je trouve que Becky Lynch, eh ben, elle tient super bien son rôle de double championne, que ça soit au micro, même si dans le ring des fois elle est un petit peu approximative. Mais elle reste solide et surtout ce que je trouve remarquable chez elle, c'est que malgré la fin de WrestleMania, etc., et ben elle continue dans son rôle de super champ avec un appui du public phénoménal partout où elle passe. Et Ouais. le public de Columbus a pas fait défaut. Hein. Le public de Columbus a été à fond derrière elle, quoi. Et donc du coup Becky Lynch, bah tu te dis quand elle arrive dans un show, que ça soit Raw ou SmackDown, tu dis bah là ça va popper, là le public il va être au taquet. Et pendant SmackDown où je me suis un peu ennuyé, et ben le passage avec Becky et le match contre Bayley a été certainement mon passage préféré du show. Donc mon top va aller à Becky. Très bien, bah écoute, moi pour le flop, on n'a qu'à se partager, hein, puisque j'avais un peu les mêmes, donc on n'a qu'à dire que toi tu mets ton flop soit au main event, soit au traitement du Money in the Bank, et moi je prends l'autre. Voilà, on fait du partage, Voilà, on fait des flops communs. le partage est une arme de construction massive. C'est ça, et par contre pour le top, moi je suis un peu comme toi, franchement ça a été un mauvais SmackDown. Comme tu l'as dit, alors j'ai le résumé sous les yeux, hein. On a quand même eu 4 matchs seulement. C'est pas Oui, énorme. Et surtout, bon, voilà les matchs, hein. Becky Bailey très très rapide. Les jobbeuses féminines contre Asuka Sane, bon, c'était rigolo, mais c'était pas ouf. Roman Reigns contre Abby Team, hein, et puis Baylor, tout ça, bon, c'était bien mais rapide. Voilà, le public de Columbus Ohio, il n'a pas été servi en catch. Je sais pas s'il y a eu un dark match, c'est sûrement possible, mais puis il y a 205 et tout, mais là ils ont. Donc, écoute, c'est un top au rabais dans tous les cas. Tu vois, toi tu l'as mis pour Becky Lynch pour l'ensemble de son œuvre. Moi je vais dire, mais c'est vraiment pour trouver un truc, hein, mettre un petit top aux Hardy Boys que j'ai trouvé dignes dans la douleur et qui ont jobé pour Lars Sullivan comme il fallait. Donc voilà, ils ont assuré leur rôle de vétéran avant de partir se reposer et à l'hôpital. Donc ben, merci Jeff et bon courage pour la suite, en espérant vous revoir bientôt. Et moi je mets un 2, hein, mais pour moi ça mérite pas la moyenne ce show, c'est très poussif et très feignant de la part de la WWE. Alors ok, il y a eu plein de blessés, apparemment Vince il est pas content du tout qu'il y ait des blessés, c'est vrai qu'il manque énormément de noms, mais bon, bah voilà, comme on a dit, Rousseff et Nakamura, là, ils auraient peut-être fait du bien ce soir-là. On aurait bien, ouais, au lieu d'avoir la B-Team, on aurait bien aimé le voir. je suis d'accord. On sait toujours pas où sont les ex-Sanity, là, et il y a au moins un des deux qui doit être encore en forme. On n'a pas du tout de nouvelles de Nikki Cross aussi, qui aurait pu être une très bonne participante au Money in the Bank féminin. Bon, on dirait qu'on nous dit qu'il y a des blessés, on veut bien le croire, mais il y a quand même des têtes qu'on aurait. Quand on aime bien voir les gens qu'on voit pas souvent de manière générale, hein. C'est vrai que c'est toujours sympathique de voir ressortir un jobber. Moi, j'aimerais beaucoup voir, je sais pas s'ils sont blessés ou pas d'ailleurs, mais les anciens de la Fashion Police, là, j'aimerais bien voir Taylor Breeze, j'aimerais bien voir Fandango, je crois qu'il est encore blessé, mais bon, voilà. Chad Gable, il est à SmackDown maintenant, hein, si ma mémoire est bonne, donc.
Ouais. Non, non, mais c'est vrai que t'as raison, hein, c'est assez surprenant. En plus, on est passé la semaine dernière, on avait eu un super show, là, on est passé à un show très moyen. Mm. Et c'est assez décevant. En plus, Alors, tu disais que oui, que Vince, effectivement, était pas content du tout du fait qu'il y ait beaucoup de blessés et tout ça. Je pense qu'en plus, il pense ça par rapport à la perspective de l'arrivée de SmackDown sur Fox en octobre. Mm. Et que Roman Reigns, d'ailleurs, est arrivé à SmackDown spécifiquement par rapport à ça, hein. C'est clairement que Roman Reigns, c'est un des plus gros merchandisers du roster. Et, Mhm. et l'arrivée sur Fox, le fait que Reigns soit à SmackDown, c'est pas pour rien, hein. Donc, je suis assez surpris qu'on nous ait booké un weekly aussi faible cette semaine. Bon, bah nous on va en rester là en tout cas. Ce fut quand même un plaisir de faire cette analyse ensemble, hein. Il faut bien des professionnels pour arriver à s'en sortir avec ce que la WWE nous offre. Donc bah, merci beaucoup Chris d'avoir été avec moi pour cet épisode. Eh ben, c'était un plaisir, mon bon Rafa. Donc pour les amis qui nous écoutaient comme d'habitude, donc YouTube, PodCloud, iTunes, Spotify, donc Catch Up, les réseaux sociaux pour nous donner vos avis, Facebook, Twitter, Instagram, Catch Up CDC, vous pouvez nous partager, vous pouvez nous télécharger, vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous écrire, hein, donnez-nous vos avis aussi, vos retours sur votre impression, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont adoré ce show. Si vous faites partie des gens qui ont adoré ce show, expliquez-nous. On vous prendra peut-être pour le prochain épisode. Et puis voilà, donc on va en finir là-dessus. Et puis en espérant que maintenant que ce Money in the Bank est à peu près lancé, les prochains weekly vont nous faire rêver. En tout cas, on espérera que ça sera mieux que ça. Bon début du mois de mai à tous, puisqu'on commence voilà, un nouveau mois. Et puis j'espère que vous avez eu plein de muguets en n'arrachant pas trop quand même les fleurs sauvages. Bien écoutez, bonne semaine à tous, pleine de catch. Ciao! Salut Rafa, salut peuple de Catch Up, à très bientôt. Ciao!